Bonjour à tous. Alors, je me présente. Je suis Jean-Didier Auvet. Je suis actuellement directeur financier de Groupama Assurance Crédit et Caution et également fonction clé actuarielle de la société. Avant ce poste, j'étais responsable du pôle international de la direction actuariat groupe de Groupama. Et j'ai travaillé notamment sur des problématiques de reserving et de rentabilité technique. Alors, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter mon mémoire que j'ai présenté à l'Institut des actuaires au mois de janvier sur les modèles hiérarchiques en provisionnement non-vie. Alors, si on regarde le plan de la présentation, je vous propose de démarrer de façon assez classique par le contexte de l'étude. Ensuite, on fera un aperçu des modèles non linéaires à effet mixte sur lequel se base le modèle hiérarchique de provisionnement qu'on détaillera par la suite. Et on verra ensuite l'application numérique qui se base sur deux approches, l'approche fréquentiste et l'approche bayésienne. Enfin, on verra comment il est possible d'implémenter le risque de réserve à 1 an dans ce cadre de modélisation avant de conclure. Alors, la problématique, c'est qu'on est dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant, que ce soit sur les règles prudentielles solvabilité 2 ou encore les règles comptables avec IFRS 17, qui exigent de plus en plus de choses en matière de justification du calcul du best estimate, de méthode du calcul, de documentation et surtout de l'incertitude associée à ces calculs-là. Et donc, dans la pratique, on est souvent amené à se trouver face à des données de sinistres relativement perturbées. Et dans ces cas-là, on se rend compte que l'utilisation des méthodes traditionnelles peut être remise en cause. Donc souvent, on est amené à adapter la méthode chain leader ou alors on se tourne vers des méthodes alternatives. Et donc c'est dans ce sillage que se situe mon mémoire, avec l'application au provisionnement non-vie d'une approche qui est empruntée à d'autres sciences, la pharmacométrie, c'est-à-dire les modèles hiérarchiques à compartiments. Donc, ce sont des modèles qui se fondent comme chain leader sur des données agrégées de sinistres, qui s'appuient également sur des paramètres vraiment intuitifs de la dynamique de vie des sinistres et offrent également la possibilité de construire un intervalle de confiance et des mesures d'incertitude pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires. Dans ce cadre de modélisation, il est possible de vérifier l'adéquation statistique du modèle et je propose une routine de backtesting afin de pouvoir évaluer la capacité prédictive du modèle. Alors, avant d'aller plus loin, je précise que vous pouvez poser des questions si vous en avez sur le chat. Et j'y répondrai à la fin de la présentation. Alors, si on regarde les modèles non linéaires à effet mixte, alors, en fait, ce sont des modèles qu'on utilise assez fréquemment lorsqu'on mène des études qui sont fondées sur des données mesurées de façon répétée sur plusieurs individus dans le même temps et à intervalles réguliers, donc ce qu'on appelle une approche de population. Donc, par exemple, la pharmacométrie sont des modèles qui sont utilisés pour quantifier l'activité pharmacologique d'un médicament, qui permettent de mesurer les paramètres moyens de la population, mais aussi l'écart à la moyenne de chaque individu, c'est-à-dire la variabilité individuelle. Et donc, cette variabilité qui est
fonction de différents facteurs qui sont propres à chaque individu, donc des facteurs génétiques, des facteurs démographiques, etc. Donc, ce sont des modèles dans lesquels on est amené à estimer des paramètres à effet fixe, qui correspondent à la moyenne de la population, et des paramètres à effet aléatoire, qui sont variables selon l'individu. Alors, l'autre particularité des modèles utilisés en pharmacométrie, c'est que ce sont des modèles à compartiments. Un compartiment se définit comme un espace virtuel dans lequel circulent les éléments, les variables du phénomène que l'on étudie. Et vous avez là sur la page en bas à droite un exemple de modèle bicompartimental. C'est un exemple très simple où on voit une circulation des éléments entre les deux compartiments, mais aussi vers l'extérieur. Et cette circulation entre les différents compartiments va être matérialisée par des constantes de transfert. Alors, je parlais de la pharmacométrie, mais ce sont des modèles qui sont également utilisés dans d'autres sciences comme l'épidémiologie, les sciences sociales ou les sciences environnementales. Alors, comment est-ce qu'on peut transposer ce cadre de modélisation au provisionnement non-vie? Si on part du postulat général que les exercices de surveillance sont des sujets de l'étude qu'on est en train de mener et que les années de développement correspondent à des observations répétées d'un même phénomène que l'on cherche à modéliser, alors il est possible d'appliquer un modèle hiérarchique à compartiment pour pouvoir calculer les provisions techniques. Quelques points de référence. Les premiers papiers qui portent sur l'application de modèles hiérarchiques à la problématique de provisionnement ont été réalisés par Gouska. Donc, il y a un premier papier en 2008 et une version améliorée en 2012 avec l'introduction d'une composante bayésienne. Ces travaux portent essentiellement sur l'ajustement d'une courbe paramétrique non linéaire au triangle des paiements avec introduction d'effets mixtes, c'est-à-dire des paramètres à effet fixe et des paramètres à effet aléatoire. La particularité de ces travaux, c'est que ça portait uniquement sur les paiements et ça ignore donc l'information qui est contenue dans les provisions dossier-dossier. Et donc, en 2016, il y a un papier beaucoup plus complet, plus flexible, qui permet de modéliser les provisions dossier-dossier et les paiements en même temps. Et c'était des travaux qui avaient été réalisés par Jake Morris, qu'on va détailler par la suite. Alors, en termes de formulation générale du modèle, l'idée, c'est qu'on cherche à modéliser une variable réponse YIJ, en l'occurrence qui va être composée des paiements et des provisions dossier-dossier. Et cette variable va être fonction de différents paramètres. D'abord, une mesure d'exposition, en l'occurrence les primes acquises, mesure d'exposition fréquemment utilisée dans les problématiques de provisionnement. Enfin, ensuite, on a un paramètre phi qui va être une combinaison linéaire des effets fixes et des effets aléatoires. Ensuite, on a le temps et les résidus. Donc, dans ce modèle, on va supposer une distribution gaussienne sur les paramètres à effet aléatoire, mais aussi les résidus. Alors, pour estimer ces modèles, il y a deux approches qui sont utilisées. Donc, ce sont deux approches classiques en matière d'inférence statistique. D'abord, l'approche fréquentiste. L'approche fréquentiste, c'est simplement une méthode de maximum de vraisemblance.
Ensuite, il y a l'approche bayésienne qui consiste à maximiser directement la probabilité des paramètres conditionnellement aux observations. L'intérêt, c'est que l'approche bayésienne va nous permettre d'intégrer des informations a priori, donc du jugement d'expert basé sur la connaissance qu'on peut avoir du phénomène, et ça offre également une distribution complète a posteriori. Alors, si on regarde le cadre conceptuel du modèle hiérarchique proposé, alors en fait, on considère qu'en absence d'un phénomène de réouverture significative, le cycle de vie des sinistres est gouverné par un macro-processus en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'exposition au risque, qui signifie qu'un groupe de police qui font l'objet d'une couverture d'assurance est exposé à la survenance de sinistres. Parmi ces groupes de police, il y en a certains qui font en effet faire l'objet de sinistres. Et ces sinistres vont être déclarés à l'assureur qui va les enregistrer en tant que sinistres en suspens. Ce qui définit donc notre deuxième étape. Et la troisième étape, c'est que parmi les sinistres en suspens, une certaine proportion va en effet faire l'objet d'un paiement intégral par l'assureur, et ce qui définit notre troisième étape de sinistre payé. On va considérer que donc on a trois compartiments, hein, si on regarde ce macro-processus vraiment très, très simple, et on va considérer que les flux entre ces compartiments sont modélisés par des équations différentielles, ce qu'on va voir par la suite. Et donc dans ce cadre-là, dans ce cadre conceptuel, on modélise simultanément les règlements et les provisions dossier-dossier, ce qui nous assure une convergence entre les règlements et les charges cumulées à l'ultime. Ce n'est pas toujours le cas dans un modèle Chain-Leader. Et dans ce cadre, il n'est pas nécessaire d'estimer un facteur de queue, ce qui arrive parfois dans Chain-Leader avec des choix parfois un peu subjectifs, puisque le modèle suppose une extrapolation à l'ultime des provisions dossier-dossier vers 0. Alors, les 3 compartiments ainsi définis forment ce qu'on appelle l'espace d'état du modèle, dans lequel vont circuler les variables d'état qui représentent l'exposition au risque, les sinistres en suspens, OS, et les sinistres payés. Cette circulation entre les différents compartiments va être matérialisée par les paramètres du modèle. Donc, on a 4 paramètres relativement intuitifs en matière de gestion des sinistres. On a 2 paramètres de taux, 2 paramètres de proportion et 2 paramètres de taux. Le premier paramètre de proportion, c'est ce qu'on appelle le reported loss ratio, qui représente la proportion des primes acquises qui vont se traduire en sinistres déclarés à l'assureur. C'est un facteur de conversion des primes en sinistres. Le deuxième paramètre de proportion, c'est le paramètre RRF qui mesure la robustesse des sinistres mis en réserve par les gestionnaires, c'est-à-dire la proportion de ces sinistres qui vont à terme faire l'objet d'un paiement par l'assureur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en présence d'un paramètre RRF supérieur à 1, ça veut dire qu'on est dans un environnement de sous-provisionnement persistant, et vice-versa, lorsqu'on a un paramètre inférieur à 1, ça veut dire qu'on est dans un environnement de gestion prudente avec un surprovisionnement persistant. Et on démontre dans le mémoire que le loss ratio ultime s'obtient par la multiplication de ces 2 paramètres de proportion. Ensuite, on a 2 paramètres de taux. Le premier paramètre, c'est le paramètre KER, qui représente le rythme auquel les sinistres surviennent.
et sont déclarés à l'assureur. Concrètement, c'est un paramètre de fréquence. Et enfin, on a le deuxième paramètre de taux, qui est le paramètre KP, c'est-à-dire le rythme auquel les sinistres en cours sont payés par l'assureur. Et là encore, ça renvoie à quelque chose que l'on connaît, qui est la cadence de règlement. Et donc, dans ce cadre-là, on va pouvoir modéliser des effets fixes et aléatoires, c'est-à-dire supposer que certains paramètres sont fixes et d'autres aléatoires. Alors, l'autre intérêt d'un modèle à compartiment, c'est qu'on peut modéliser le comportement du phénomène étudié par des équations mathématiques. En l'occurrence, on a un système de 3 équations différentielles qui décrit l'évolution de nos variables sur chaque compartiment, le compartiment des expositions, des outstanding, des sinistres en suspens et des sinistres payés, et qui va faire intervenir l'ensemble des paramètres du système. Et on démontre sur les conditions initiales au temps t égale à 0 que ce système admet des solutions analytiques en utilisant les transformés de Laplace avec les solutions qui sont exposées en bas de cette page. Donc voilà le cadre conceptuel, le cadre théorique du modèle. Si on regarde l'application numérique cette fois-ci, alors d'abord un mot sur les données. Les données utilisées dans le cas du mémoire portent sur un triangle de règlement et de provision sur un segment, une lobe de responsabilité civile automobile, sur un historique de 10 ans, et on dispose des données de sinistres au-delà du triangle de liquidation, c'est-à-dire le triangle inférieur 3, pour pouvoir backtester le modèle. Alors, on a là la représentation graphique des données du triangle. Donc, à gauche, sur le même graphe, on superpose l'évolution par survenance des provisions dossier des règlements. Et à droite, on a l'allure graphique de la charge de sinistre cumulée. C'est l'une des premières étapes que l'on fait quand on démarre une analyse de provisionnement. Pour pouvoir observer l'évolution, l'allure graphique de nos données de sinistre, puisque ça peut renseigner, donner des premières intuitions sur les pratiques de gestion, sur le comportement des données de sinistre auxquelles on est en présence. Et simplement, ici, on peut remarquer sur le graphe de droite qu'on peut supposer avec cette allure graphique qu'on est en présence d'un environnement de surprovisionnement parce qu'on a une courbe qui atteint un pic très très vite dès les premières années de développement et décroît par la suite. Donc ça, c'est assez typique d'un environnement de gestion prudente et donc de surprovisionnement. Alors, avant de passer à l'estimation du modèle, donc il convient de faire une transformation des données dont on dispose. Donc, on a le triangle de provision dossier-dossier, des paiements cumulés et puis le vecteur de prime acquise. On va transformer tout ça et les stocker dans un même tableau sous forme longitudinale avec introduction d'un pas de temps t égal à 0. Auquel on va affecter les primes acquises donc pour pouvoir initialiser le modèle. Donc, avant de regarder les résultats numériques de l'approche fréquentiste, un petit mot sur l'algorithme utilisé. Donc, je rappelle que c'est une méthode de maximum de vraisemblance. Et ici, les travaux ont été effectués dans R avec
la librairie NLME, et cette librairie utilise l'algorithme itératif de Newton-Raphson. Et donc, il est d'usage de regarder les résultats, de valider l'adéquation statistique du modèle avant de regarder les résultats numériques. Donc, on peut effectuer toute une batterie de tests. L'illustration ici, c'est les tests qui concernent à observer les graphes des résidus. Et là, tout simplement, on n'a pas de tendance grossière, on a des graphes de résidus qui sont tout à fait corrects et qui ne remettent pas en cause les hypothèses du modèle. Donc, sur la base de ces graphes, on ne constate pas une violation majeure des hypothèses du modèle. Sur le normal QQ-plot, on constate tout simplement quelques points qui sont à l'extrémité de la courbe, mais cela ne suffit pas à remettre en cause la validité du modèle. Et donc, on peut regarder les résultats numériques. Et donc, quand on regarde les résultats numériques des provisions estimées par le modèle, on a des provisions best estimate estimées à 122 millions par l'approche fréquentiste, contre les provisions chain leader estimées à 128 millions. Donc, on est dans des fourchettes relativement proches, ce qui rassure quant à la cohérence des résultats. Et si on regarde rapidement les paramètres, donc on a les paramètres, les deux paramètres de proportion, on a un reported loss ratio qui est bien variable par survenance. En revanche, on a un paramètre RRF qui est quasi fixe. Donc voilà, ce qu'on peut observer tout simplement, c'est que ce paramètre RRF corrobore donc l'estimation de la valeur du paramètre, corrobore l'intuition qu'on pouvait avoir en regardant l'allure graphique des sinistres, c'est-à-dire qu'on a un paramètre qui est inférieur à 1, et ce qui correspond bien à l'intuition qu'on a en regardant l'allure de la charge cumulée qui atteint un pic très rapidement et qui décroît. Alors, pour faire le backtesting du modèle, l'idée du backtesting, c'est de vérifier la capacité prédictive du modèle, hein, donc sa capacité à reproduire les valeurs historiques, les données historiques du triangle, mais aussi les données au-delà du triangle de liquidation. Donc, sur ces graphes-là des provisions dossier des paiements, j'ai superposé l'ensemble de ces données, donc les observations réelles et les estimations du modèle hiérarchique fréquentiste. Et donc, deux observations. La première, c'est qu'on voit que le modèle estime relativement bien les données réelles, que ce soit sur l'historique ou sur les données post-triangle. Et la deuxième observation intéressante, c'est de regarder la différence entre l'approche de population estimée par le modèle, c'est-à-dire les paramètres moyens, sans introduction d'effets aléatoires. Donc, c'est ce qui est représenté en pointillé. Et l'estimation avec effet aléatoire, donc l'approche individuelle, représentée par la courbe rouge. Donc, on s'aperçoit que l'approche de population sur certaines survenances est quand même assez éloignée des données réelles, ce qui est corrigé avec la prise en compte d'effets aléatoires, donc avec l'approche individuelle. Donc ici, on remarque tout simplement sur les dernières survenances une sous-estimation des provisions dossier, une légère sous-estimation et une légère surestimation des paiements, ce qui va se compenser par la suite quand on regarde la charge de sinistre au global. Donc les valeurs sont assez bien modélisées par le modèle. Donc ça, c'était pour l'approche fréquentiste. Alors, si on s'intéresse
maintenant l'approche bayésienne. D'abord, un petit mot pour dire que l'estimation dans ce cadre-là s'appuie sur des méthodes de type Monte Carlo. Donc, en l'occurrence, c'est un algorithme MCMC qui est utilisé par la librairie BRMS de R. Alors, de façon classique, l'algorithme utilisé pour les méthodes MCMC, c'est l'algorithme de Metropolis-Hastings. Ici, c'est un autre algorithme, l'algorithme de Hamiltonian Monte Carlo, qui permet de corriger un petit peu l'inconvénient de l'algorithme Metropolis-Hastings, c'est-à-dire que cet algorithme peut induire une autocorrélation importante des échantillons qui sont distribués et donc nécessite un nombre de simulations élevé pour pouvoir atteindre une distribution stationnaire, alors que l'algorithme HMC, Hamiltonian Monte Carlo, utilise une autre approche qui lui permet d'atteindre une convergence de façon assez efficace avec peu de simulation. Alors là aussi, avant de regarder les résultats numériques du modèle, il faut s'intéresser à l'adéquation statistique. Donc, on peut regarder, on a représenté ici l'ensemble de la courbe de distribution des paramètres a posteriori estimés par le modèle bayésien, ainsi que les graphes de convergence de l'ensemble des itérations de l'algorithme. Et donc, on a sur chaque paramètre une courbe de distribution en cloche et les tracés de convergence qui montrent bien une distribution stationnaire de l'algorithme. Donc, ce qui signifie que le modèle a bien tourné et que les hypothèses fondamentales ne sont pas remises en cause et qu'on peut regarder les résultats numériques. Alors là aussi, on peut faire établir la routine de backtesting du modèle sur le passé et sur les données post-triangle. Donc, on a une estimation qui reproduit assez fidèlement les données du triangle, avec l'avantage ici, dans le cadre bayésien, c'est de pouvoir établir un intervalle de confiance. Donc là, sur la surface jaune, en refaisant un intervalle de confiance à 95% du modèle, donc on s'aperçoit que l'ensemble des réalisations des données réelles du triangle se trouve bien dans l'intervalle de confiance estimé par le modèle bayésien. Une autre possibilité également dans le cadre bayésien, c'est qu'on peut construire un intervalle de confiance du loss ratio à l'ultime, donc ce qui est représenté sur ce graphe avec un intervalle de confiance à 95% du loss ratio ultime. Ce sont des indicateurs qui peuvent être intéressants sur différentes études en matière de pilotage technique. Donc voilà pour l'approche bayésienne. Ensuite, on va regarder comment implémenter le risque de réserve à 1 an. Alors, pour rappel, le risque de réserve à 1 an est un concept relativement clé dans Solvabilité 2, puisque c'est ce qui permet de déterminer le capital nécessaire pour réduire la probabilité de ruine à 1 sur 200 ans. Et donc, ce capital s'appuie sur une quantité que l'on appelle le CDR, qui représente l'incertitude associée à la révision à la hausse ou à la baisse des provisions estimées à un moment donné. Et donc, la charge en capital se définit comme la VAR à 99,5% de la quantité CDR.
Alors, concrètement, comment est-ce qu'on va implémenter le risque de réserve à 1 an dans l'approche bayésienne? Alors, en fait, on s'inspire de la méthode Actuary in the Box, popularisée par Deers en 2010, qui a été adaptée par Marion Grémillet dans son mémoire sur la méthode RJMCMC en 2013. Et concrètement, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on simule la première diagonale par le modèle hiérarchique bayésien. Ainsi, on obtient une distribution de cette première diagonale, une distribution complète. Et pour chaque simulation, on va compléter le triangle inférieur droit avec la diagonale enrichie à l'aide du même modèle hiérarchique bayésien. Par ce biais, on obtient des nouvelles provisions best estimate par moyen empirique et ensuite, on utilise la distribution complète de ces nouvelles provisions best estimate pour pouvoir déterminer différentes mesures de risque, différents quantiles, différents moments, etc. Alors, en termes de résultats numériques, on a le modèle hiérarchique bayésien qui estime l'erreur de prédiction à 1 an à hauteur de 9 millions. Quand on compare à l'approche classique Merz-Wüthrich, qui est à 10 millions, là aussi, on obtient des fourchettes relativement cohérentes, relativement proches, et donc une charge en capital estimée à 27 millions par le modèle bayésien, contre 28 millions par l'approche classique Merz-Wüthrich. Donc là aussi, on a des résultats qui sont robustes, cohérents, rassurants, quand on compare à l'approche classique. L'autre remarque, c'est que le risque à 1 an correspond à peu près 2/3 du risque à l'ultime, ce qui corrobore également les résultats précédemment obtenus sur cette thématique. Et donc, pour conclure, on a bien entendu des avantages et des inconvénients avec ce nouveau cadre de modélisation. Alors, les avantages d'abord, le modèle hiérarchique, en fait, surtout le modèle à compartiment qui est présenté ici, s'appuie vraiment sur des paramètres intuitifs qui reflètent la dynamique de déclaration et de gestion des sinistres. Donc, des paramètres qui font penser à des cadences de règlement, de fréquence, de facteurs de robustesse des réserves, etc. Donc, c'est vraiment très intuitif en matière de gestion des sinistres. L'autre avantage, c'est la flexibilité offerte par ce cadre de modélisation parce que on a vraiment de multiples possibilités qui, je pense, pourraient être explorées par la suite. En fait, ça offre à l'actuaire la possibilité de modéliser vraiment les événements de gestion pour être au plus proche, au plus près de la réalité de la compagnie. 2 exemples. Lorsqu'on accorde des délégations de gestion, par exemple, à des courtiers, qui induisent des délais de déclaration plus longs, eh bien, on peut modéliser ce phénomène dans le cadre du modèle hiérarchique en faisant par exemple, varier le paramètre KER de déclaration avec le temps. Donc là, on aura plus KER, mais KER fois T, et ça va modifier un petit peu les équations, notre système d'équations différentielles. Deuxième exemple,
lorsqu'on a des sinistres en situation de litige juridique, par exemple, qui induisent des délais de paiement allongés, eh bien, il est possible d'introduire un nouveau paramètre de délai, un nouveau compartiment de délai entre le compartiment des sinistres en suspens et le compartiment des sinistres payés, ce qui va nous permettre de modéliser ce phénomène. Et enfin, l'autre avantage, c'est la distribution complète que l'on obtient pour la version bayésienne, ce qui est relativement important lorsqu'on veut déterminer des quantiles dans le cadre de la définition d'une appétence au risque, par exemple, ou encore pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires, que ce soit sur IFRS 17 avec le calcul de la marge pour risque ou encore en solvabilité 2 avec le risque de réserve à 1 an. Alors, il a quand même des inconvénients. Le premier inconvénient que je trouve, c'est que c'est le coût d'entrée, parce que ce sont des modèles qui sont dans l'utilisation vraiment peu répandue dans le monde actuariel en matière de provisionnement non-vie en tout cas. Donc, ça nécessite un approfondissement assez significatif pour comprendre le mode de fonctionnement des modèles non linéaires à effet mixte et surtout la spécification de ces modèles. Donc, voilà. L'autre inconvénient que je trouve, c'est la sensibilité aux paramètres d'initialisation, parce qu'il faut déterminer, il faut mettre des paramètres d'initialisation pour pouvoir lancer la résolution de l'algorithme pour que le modèle tourne. Et j'ai pu remarquer qu'en changeant les paramètres d'initialisation, en les bougeant un petit peu, on avait des résultats qui pouvaient être différents. L'autre inconvénient qui n'est pas des moindres, c'est quand même l'acceptabilité par le management ou encore par les CAC. Parce que ce sont des modèles relativement peu connus qui peuvent être abstraits ou pour une population non actuaire difficile à comprendre. Et quand on se trouve dans un univers de clôture trimestrielle avec des délais très resserrés, de phase close, etc., eh bien, il peut être difficile de discuter avec les commissaires aux comptes ou encore le management sur ce type de modèle qui, dans la perception, peut être un peu difficile. Donc, ce qui est normal pour toute nouvelle méthode qui surgit. Je pense qu'il faut un peu plus de temps, il faut des travaux complémentaires pour en attester, confirmer la robustesse et évaluer sa valeur ajoutée par rapport aux méthodes traditionnelles qui existent. Et notamment, l'un des axes de recherche future, l'un des travaux complémentaires qui pourrait être effectué à mon sens, c'est de déterminer une méthodologie robuste d'estimation des paramètres d'initialisation, puisque, comme je le disais il y a peu de temps, on a une sensibilité aux paramètres d'initialisation, et l'un des facteurs qui pourrait permettre de mieux implémenter le modèle, c'est une méthodologie vraiment robuste de détermination de ces paramètres d'initialisation. Alors, j'ai terminé, donc on arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je vais pouvoir répondre à vos questions.
Alors, il y a une question. Bonjour, sur les graphes, comment distingue-t-on les périodes historiques versus prévision post-triangle? Alors oui, cette question, c'est vrai que sur la présentation, j'ai superposé tout en même temps pour ne pas multiplier les graphiques. Mais la distinction est faite dans le mémoire entre les périodes historiques et les périodes post-prévision. Il suffit simplement de se remettre dans le contexte de l'année de surveillance dans lequel on se place. Donc, par exemple, si je suis sur la dernière année de surveillance, par exemple, on va juste avoir un point. Donc voilà. Ici, je l'ai pas détaillé tout simplement pour pouvoir aller plus vite dans la présentation, mais c'est bien distingué dans le mémoire. Alors, une petite question. Dans quelle mesure pourriez-vous intégrer l'effet Covid dans le modèle? Alors, au moment où j'ai terminé mon mémoire, on ne parlait pas encore d'effet Covid, mais simplement, comme je le disais, le modèle offre de multiples possibilités. Et donc, si lorsqu'on a, par exemple, un effet calendaire, il est possible de modifier les paramètres, la spécification du modèle pour pouvoir l'intégrer. Et pareil, lorsqu'on a sur une année un changement, par exemple, du rythme de paiement, on peut modifier le paramètre KP, par exemple, qui est le paramètre de paiement, pour pouvoir prendre en compte ce phénomène. Alors, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour l'approche bayésienne? Combien de données à jugement d'expert et quel temps cela a représenté? Alors, il est difficile d'estimer le temps. Moi, dans ce mémoire, j'ai passé beaucoup de temps à faire beaucoup de recherches sur la compréhension des modèles non linéaires à effet mixte. Donc, je me suis beaucoup documenté en lisant beaucoup d'ouvrages, beaucoup de papiers qui étaient scientifiques simplement et pas uniquement actuariels. Et sur l'approche bayésienne, en effet, la difficulté, c'est de définir les paramètres, les paramètres a priori. Et donc, il faut spécifier une valeur a priori sur l'ensemble, chaque paramètre, sur chaque paramètre du modèle et dire s'il y a des effets de corrélation ou pas entre les paramètres, etc. Pour ma part, et puis de façon assez générale, en fait, la méthode de construction des modèles hiérarchiques repose sur une approche pas à pas ascendante. C'est-à-dire, on commence par un modèle minimal
très simple avec pas beaucoup d'effets aléatoires, etc. Et puis, au fur et à mesure, on peut bonifier le modèle en fonction des sorties statistiques, des résultats, de ce qu'on observe, etc. Pour l'approche bayésienne, tout simplement, j'ai utilisé dans les paramètres a priori, j'ai utilisé les résultats du modèle fréquentiste pour pouvoir lancer la résolution de l'approche bayésienne. Donc, c'est aussi une façon de faire, utiliser les résultats précédents sur des modèles un peu moins complexes. Les sensibilités aux paramètres initiaux sont-ils significatives en termes de BE? Alors, en termes de BE, je ne sais pas parce que je ne suis pas allé jusque-là, mais simplement, la sensibilité, elle s'observe quand on change les paramètres d'initialisation et qu'on fait tourner le modèle. Tout de suite, on lance tous les outils de diagnostic statistique. Et donc, en regardant les sorties statistiques, ça informe tout de suite sur la déformation des résultats qu'on avait par rapport au modèle précédent et également la robustesse également de la sorte des sorties statistiques. Donc, voilà, moi, je me suis arrêté aux sorties statistiques qui étaient différents et qui montraient des résultats, des paramètres différents. Et je ne suis pas allé jusqu'à évaluer le BE qu'on aurait eu à partir de paramètres initiaux différents, mais ça peut être intéressant à faire. En tout cas, parfois, quand on change les paramètres, les facteurs d'initialisation, les sorties statistiques ne sont pas robustes, donc ça veut tout simplement dire que voilà, ça ne sert à rien d'aller plus loin, d'aller calculer le BE à partir du moment où l'adéquation statistique n'est pas vérifiée. Alors, dans le cadre du passage exposition au sinistre en suspens, quand vous définissez le poids de provisionnement individuel, avez-vous pensé à faire recours au micro-provisionnement? Pensez-vous qu'il y aurait eu un impact sur l'évolution de la convergence? Non, j'ai pas évalué cet effet-là. Alors, ici, le modèle est conçu pour une approche de provisionnement agrégé. Alors, j'ai lu des papiers, hein, il y a des modèles, des façons également de faire du provisionnement individuel, mais le cadre de la conception est quand même assez différente du cadre qui est présenté ici. Le cadre qui est présenté ici s'appuie sur vraiment une approche agrégée. Alors, pourriez-vous repréciser comment on arrive aux 2/3 dans la charge ultime? Je n'ai pas le slide sur les yeux, comment le SR en face de chaque année et calculer. Alors, je vais peut-être remettre le slide. Donc, les 2/3, c'est très simple. Hein. Quand on regarde, c'est lisible sur le tableau. On a l'erreur à l'ultime, le risque à l'ultime, donc qui est dans le cadre du modèle hiérarchique bayésien, c'est l'erreur standard, hein, tout simplement.
Et on a le risque de prédiction, de prédiction à 1 an. Donc, on fait assez facilement le rapport. Et pour le SCR, c'est le calcul, enfin la formule précédente, hein, c'est le quantile à 99,5% de la quantité CDR. Alors, l'étude était menée en utilisant que R, oui. L'étude a été menée exclusivement sur R, que ce soit sur l'approche fréquentiste ou l'approche bayésienne. Et sachant que le papier originel de Jake Morris utilisait un autre logiciel, Winbugs, je crois. Voilà, moi j'ai réalisé l'étude exclusivement sur R avec les librairies que j'ai précisées dans le mémoire. Alors, je regarde. Quel est le segment de risque utilisé dans le mémoire? Y a-t-il des segments trop longs ou volatiles en raison souvent des changements fréquents de gestion des sinistres sur lesquels ces modèles ne seraient pas adaptés? Le segment de risque, je l'ai précisé, c'est le segment RC Auto, hein. Alors, est-ce qu'il y a des segments sur lesquels ces modèles ne seraient pas adaptés? Très certainement, oui. Je pense que par expérience, en matière de provisionnement, il n'y a pas de méthode universelle, hein, qui soit adaptée à toutes les données de triangle, etc. Tout dépend du triangle, tout dépend des données auxquelles on fait face. Donc, l'essentiel, c'est de savoir des méthodes qui existent, qui peuvent être appliquées et de savoir lesquelles ne correspondent pas aux données que l'on modélise. Donc, il se peut que les résultats de la méthode ne soient pas robustes sur certaines données, comme les méthodes traditionnelles, le chain leader, en fonction des données qu'on a. Voilà, il peut arriver que ce ne soit pas robuste. Donc, voilà, je pense que vraiment tout dépend des données des données qu'on a dans le triangle et aussi des des résultats des tests statistiques qu'on peut faire qui informent sur la robustesse ou pas du modèle. Alors, votre mémoire est-il confidentiel? Je ne le retrouve pas sur le net. Alors non, il n'est pas confidentiel. Normalement, il doit être disponible sur le site de l'Institut. Voilà. Alors, il y a une nouvelle question. Les sensibilités aux paramètres initiaux sont-ils significatifs en termes de BE? Oui, je ne sais pas si c'est la même. J'ai déjà répondu à cette question.
Voilà, je le redis, je n'ai pas évalué la sensibilité en termes de BE, parce que le BE, c'est vraiment le calcul, l'étape ultime quand on applique le modèle. D'abord, moi, ce que je regarde tout de suite, ce sont les sorties statistiques des différents paramètres et de l'ensemble du modèle. Donc, dès que je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, voilà, je ne vais pas jusqu'au bout, jusqu'au calcul du BE, mais ça peut être quelque chose qu'on peut éventuellement regarder. Alors, méthode robuste sur une mob à forte volatilité et par année de souscription. Je ne l'ai pas testé. Euh, je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas ce que ça donnerait sur un triangle par année de souscription. Je pense que ce sont des travaux complémentaires qui peuvent être menés. Rien n'est impossible. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Alors, en termes de validation, quelles sont les hypothèses à vérifier? Alors oui, en termes de validation, les hypothèses à vérifier, eh ben, simplement quand on fait une analyse statistique, on a des sorties statistiques qui permettent de vérifier la validité et puis le caractère significatif des hypothèses, des paramètres qui sont estimés par le modèle. Donc, ce sont voilà, les sorties statistiques classiques sur la significativité des paramètres estimés par le modèle. Alors, de mémoire, parce que pour l'anecdote, j'ai soumis le mémoire il y a 2 ans et j'ai soutenu plus récemment, simplement parce qu'il y avait quelques soucis au niveau du CNAM. Mais de mémoire, j'avais sur l'approche fréquentiste, j'ai essayé un premier modèle qui m'a donné des paramètres, enfin, des résultats qui auraient pu être utilisés, mais en regardant les sorties statistiques de p-value, etc., il s'avérait que certains paramètres n'étaient pas significatifs et donc j'ai modifié les paramètres et la spécification du modèle en termes d'effets aléatoires ou pas pour pouvoir avoir quelque chose de plus significatif. Donc voilà, ce sont les sorties statistiques, l'analyse des résidus dans le cadre fréquentiste, et puis après, dans le cadre bayésien, les graphes de convergence, la distribution des paramètres, et puis aussi les intervalles de confiance qui permettent, enfin les valeurs minimum et maximum du modèle, enfin des paramètres estimés qui permettent de savoir si les paramètres sont, enfin si les paramètres peuvent être nuls ou pas. Donc il y a toute une batterie de tests statistiques classiques qui sont effectués dans le mémoire pour pouvoir valider le modèle. Alors, peut-on avec ce modèle faire une analyse unique avec des paramètres de segmentation? Alors, une analyse unique avec des paramètres de segmentation, je ne comprends pas trop la question. S'il est possible de préciser, je pourrais essayer de répondre, mais là, comme ça, je ne sais pas trop. Voilà.
Alors, tiens, il y a une question. N'est-ce pas la simulation de plusieurs best estimates que vous avez fait s'approche beaucoup d'un bootstrap. Alors, n'est-ce pas la simulation de plusieurs best estimates que vous avez fait s'approche beaucoup d'un bootstrap? Alors, si je comprends bien la question c'est de savoir si ça s'approche d'un bootstrap. Oui, ça s'approche un peu d'un bootstrap, notamment sur la partie bayésienne avec un algorithme de simulation. Après, ce n'est pas non plus le même cadre de modélisation. Hein. Le bootstrap peut se faire sur du GLM ou un modèle ODP, etc., avec une spécification qui est différente, mais on retrouve l'idée de simulation dans le cadre du modèle bayésien. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'attends encore un petit peu pour voir s'il y en a d'autres qui sont postés. Non, il n'y a plus de questions. Bon, ben, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.